Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la découverte des Bretons partis s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous sommes en Croatie et plus particulièrement en Dalmatie, la province la plus touristique du pays, nichée au bord de la mer Adriatique. Alors, avant de retrouver nos Bretons que nous avons rencontrés dans un petit village de la côte dalmate, je vous propose de visiter les 3 principales perles de Dalmatie, Zadar, Split et Dubrovnik. Et on commence par Dubrovnik, la plus orientale des 3 et sans doute la plus touristique aussi, accueillant des touristes venus des 4 coins d'Europe et d'Asie. Car la vraie perle de l'Adriatique, c'est elle. Même lorsque la brume nappe sa forteresse aux 5 tours et son vieux port tout droit sorti d'une carte postale. La guerre de 91 à 95 n'a visiblement pas trop entaché la beauté de celle que les Romains nommaient Raguse, même si les traces demeurent et qu'un plan à l'entrée des remparts nous rappelle que la ville a été largement bombardée. Saint Blaise était là pour veiller et le saint patron a bien protégé sa ville, l'une des principales de la chrétienté, qui a connu d'autres catastrophes, à commencer par le tremblement de terre de 1667 qui a failli l'engloutir définitivement. Du coup, la plupart des bâtiments à l'intérieur de la forteresse sont assez récents et datent souvent du XVIIIe siècle. Mais pas tous, comme ici, où nous rencontrons Roger, un guide mi-croate, mi-alsacien. Alors ici, nous sommes dans le monastère des franciscains, qui est très ancien, qui date de 1317, et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne. Et c'est aussi cette date qui est retenue pour le fonctionnement de la pharmacie, qui est une des plus anciennes pharmacies d'Europe dans la durée de fonctionnement. Et Dubrovnik, c'est une ville marchande libre, qui n'a rien à voir avec le reste de la Croatie, un modèle typiquement méditerranéen. Et pour les commerçants, ils mettent en place tout un système d'hygiène parce que les épidémies, c'est pas bon pour le commerce, ça stoppe les choses. Dubrovnik, une ville marchande, certes, où les excursions en bateau, la vente de glace, de broderies et autres bibelots ont désormais remplacé le commerce maritime d'antan. Mais cette ville, qui doit son nom aux chênes verts qui peuplaient la région, n'était pas seulement à la pointe en matière d'hygiène et de santé pendant la Renaissance, elle était aussi concernant l'administration. On est ici dans le palais des recteurs. Donc c'est le siège de la politique de Dubrovnik. Ce bâtiment a été réalisé en 1420 et à cause d'une explosion de poudre, puisque ici la politique est assise sur la poudre, en 1470 à nouveau. Et Dubrovnik, comme ailleurs en Europe, c'était une oligarchie où tous les nobles ensemble faisaient la politique. Ils étaient réunis dans une institution qu'on appelait le Grand Conseil, qui siégeait juste là, où il y a cette inscription latine au-dessus de la porte. Oublie tes intérêts privés et soigne la cause publique. Dubrovnik, avant tout, c'est une ville-État, typiquement méditerranéenne, qui a toujours su se maintenir grâce à une politique très habile. Juste un chiffre pour en avoir une petite idée, au XVIIe siècle, Dubrovnik avait 80 ambassades partout en Europe et dans le pourtour méditerranéen. Et c'est comme ça que ce système s'est maintenu, s'est développé, et même encore plus fort, pendant toute l'histoire de la République, il n'y a jamais eu de guerre. Bref, c'était l'âge d'or pour Dubrovnik. Et cette colonne de Roland, le neveu de Charlemagne, qui orne la place de la Loggia, témoigne du rayonnement diplomatique de l'ancienne Raguse. Elle avait le bras long jusqu'en Europe du Nord. Puis vint le déclin. Si à partir du XVIIe, le marché, c'est plus la Méditerranée, il s'est décalé sur l'Atlantique, ce qui a fait les affaires de la Bretagne aussi, d'une certaine manière. Là, tout le système musulman, les cités italiennes chutent, et Napoléon, il arrive justement pour mettre fin à un système qui était déjà en agonie depuis 2 siècles. C'est pour ça qu'on trouve un grand héritage français à Dubrovnik, plein de mobilier Louis XV, Louis XVI, parce qu'on était tout à la mode française, comme pratiquement partout en Europe à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, l'influence française est bien présente. Et même une influence celte, beaucoup plus lointaine. Mais n'exagérons pas, Napoléon ne resta que de 1806 à 1813, avant d'être supplanté par les Autrichiens. Ce qui lui laissa tout de même le temps de faire bâtir ce fort impérial qui surplombe la région. Pris d'assaut par les Serbes en 91, il abrite aujourd'hui une exposition permanente sur la guerre d'indépendance. On y découvre des images de Dubrovnik avant et après le tristement célèbre bombardement du 6 décembre 1991 qui fit 13 morts et 60 blessés. On quitte Dubrovnik, mais avant de remonter vers le nord, faisons une escale balnéaire à Tzavtat, l'ancienne Épidore, l'une des 6 colonies grecques que connaissait le pays.
Mais rien ne subsiste. Les vestiges de la cité antique se trouvent sous la mer. Alors, à défaut de visite, on peut profiter de la vue depuis la marina. Reprenons la route côtière, direction Split. Une route qui traverse la Bosnie sur 26 km, à la faveur d'un tracé des frontières bien singulier. Et notamment Neum, seule ville bosniaque donnant sur la mer, même si les drapeaux ici restent croates. Ce sentiment de fierté nationale, voire nationaliste, on le ressent particulièrement aux abords de Split, berceau du club de football Hajduk Split, qui reçut le titre de premier club de la France libre en 1945, et de Torcida, son club de supporters, le plus ancien d'Europe, créé en 1950. Ces couleurs, bleues et rouges, on les rencontre partout, le long des routes, sur les rambardes, les murs, les fontaines, et même jusque dans les maisons. Pierre Toni Marjokic est l'un des fervents supporters du club, comme la plupart des habitants de Split. Ce croate francophone à l'accent chantant est notre guide pour visiter la ville. Mais avant, un petit aperçu en miniature. Alors donc, on a une maquette de la ville en bronze, donc le bâtiment de la capitainerie qui se trouve juste ici. Donc nous, on se trouve en cette position, donc sur l'avenue au bord de la mer, et puis vous avez la cathédrale, le mausolée, le palais, et puis le centre-ville. On se retrouve devant une reproduction du palais de Dioclétien. Donc en gros, vous pouvez voir un énorme palais fortifié, d'une forme carrée, 215 mètres sur 180 mètres. Deux rues perpendiculaires qui se coupent, en plein milieu du palais, où se trouve la place principale péristyle. On quitte la Riva, ce grand boulevard qui longe la mer, pour s'aventurer au cœur de la vieille ville, c'est-à-dire au sein même de l'ancien palais de Dioclétien, réputé aussi bien pour sa persécution des chrétiens que pour avoir été le seul empereur romain à abdiquer. Voici justement la place péristyle, et même multistyle pourrait-on dire, tant se mêlent ici les époques. D'un seul coup d'œil, le regard traverse l'histoire. Ces colonnes ont été rapportées de l'Égypte ancienne et datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Malheureusement en travaux, le mausolée de Dioclétien a lui été érigé au IIIe siècle et abrite la nef de la cathédrale Saint-Domnius. Quant au campanile, il fut élevé 10 siècles plus tard au XIIIe, auquel on ajouta ce clocher, en 1908. Cette mosaïque d'influence et de style est d'ailleurs à l'image de la cité tout entière. Ici, les restes d'une église du 5e siècle, la plus vieille de Split. Là, un palais gothique du 15e, sans doute le plus beau, qui abrite aujourd'hui le musée de la ville. Et un peu plus loin, le temple de Jupiter, en l'honneur de Dioclétien, sa réincarnation, érigée au IVe siècle. Suivons ces enfants, ils nous entraînent tout droit vers la célèbre piazza, où l'on retrouve Pierre. Alors donc on se trouve sur la place donc, qui est en fait l'élargissement de la ville. L'exemple flagrant, comme la ville s'est élargie. Donc, au même endroit, on peut trouver la porte antique, un clocher de l'époque romane, des palais gothiques, ensuite un clocher de l'époque Renaissance, du classique, du néoclassique, donc, et puis du moderne. Donc tout ceci, ça reflète bien l'image de la vieille ville de Split. L'ancien palais romain qui s'est en fait transformé en une grande ville. Un palais romain construit avec la même pierre blanche que la Maison Blanche à Washington. Sa porte principale ne manque d'ailleurs pas d'inspirer les artistes en herbe, comme cette étudiante en architecture qui a trouvé l'emplacement idéal, au pied de la statue de l'évêque de Nîmes, grand défenseur de la langue croate et dont le gros orteil est censé porter chance. Cette statue gigantesque, symbole de Split, a été réalisée par le grand Ivan Mestrovitch, dont d'autres œuvres parsèment la ville. De l'arrière-plan derrière moi, vous pouvez voir une statue qui représente Marko Marulić. C'est le père de la littérature croate. Alors cette statue a été sculptée par Ivan Meštrović, le célèbre Ivan Meštrović, le disciple de Rodin, donc un des plus célèbres sculpteurs croates. Ensuite, on peut voir très bien le mélange des styles sur cette place. Donc derrière moi, vous avez le plus grand palais qui existe de la ville de Split, palais baroque Milesi. Et puis sur ma droite, vous pouvez voir le castel vénitien, donc qui est beaucoup plus récent, qui date du XVe siècle. Alors actuellement, on se trouve sur une place qui est populairement appelée place aux fruits, parce que tout au long du siècle dernier, on a vendu des fruits sur cette place. Aujourd'hui, fruits et légumes se vendent ailleurs.
Sur ce marché, par exemple, typiquement croate, où l'on trouve tous les aliments de la région. Voilà. Caroube, asperges, oranges, olives, ail, mais aussi le célèbre jambon fumé croate, ainsi que ce petit beignet local. Non, ce n'est pas une crêpe, c'est un oustipak. Rien de tel pour être repu et partir écouter des chanteurs de clapa. Un chant traditionnel a cappella proche des chants polyphoniques corses, qui semblent enchanter ces touristes thaïlandais. Autre merveille de la côte dalmate, voici Trogir, l'île au bouc, située à 22 km de Split. Comme elle et Dubrovnik, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme Tsavtat, elle est aussi l'une des 6 colonies grecques fondées au IIIe siècle. Avec son centre historique médiéval, sa cathédrale Saint-Laurent et son palais des Ducs, elle est l'ensemble urbain romano-gothique le mieux préservé de la côte adriatique, mais aussi de toute l'Europe centrale. Ce qui n'est pas le cas de Zadar, notre dernière escale. Au contraire, elle fut l'une des villes les plus frappées par les guerres, la Seconde Guerre mondiale notamment, ce qui explique le nombre de ces bâtiments sans âme construits sous l'ère Tito. Plus moderne et beaucoup plus originale, voici les orgues marines. Avec le Salut au soleil, elle est la seule œuvre contemporaine de toute la Dalmatie. Capitale de la Dalmatie byzantine, Zadar est la plus italienne des villes dalmates. Ancienne colonie romaine tout d'abord, elle conserve les vestiges de son forum. Puis après des siècles de présence, la ville est donnée aux Italiens en 1920 par le traité de Rapallo. La mairie fut d'ailleurs construite juste après. Zadar l'italienne et Zadar la catholique. La ville est aussi la seule à demeurer sous influence directe du Vatican. Et bien loin de la sobre et pudibonde Dubrovnik, ce style latin se retrouve comme à Split jusque dans les cafés, où l'on aime autant observer qu'être vu. Un point de passage obligé pour les touristes, qui ne manqueront pas de trouver ici ou ailleurs où dormir. La Dalmatie regorge de sobés et d'appartements, des chambres et des petits studios que les Croates louent entre 20 et 50 euros par jour pour arrondir les fins de mois, sachant que le salaire moyen avoisine les 700 euros. Un bon plan pour découvrir l'âme croate au plus près. Après tant de merveilles architecturales, une baignade s'impose. Mais attention, le pays n'est pas réputé pour ses plages de sable blanc. Ici, les galets sont rois, même si quelques-unes des 1200 îles que compte le pays disposent de sable. Et pour cela, mieux vaut prendre le bateau. Et avec un peu de chance, vous verrez des dauphins. Entre-temps, nous sommes justement sur un bateau. Nous sommes au large de Pakostan, une petite ville côtière à 36 km au sud de Zadar. Pakostan qui compte 2000 habitants, dont 3 Bretons, ou plutôt 2,5, puisque Gérard Villemer, loueur de bateau qui se trouve juste à côté de moi, n'est pas complètement breton, mais vous êtes un breton d'adoption, un breton de cœur, ou même un breton par osmose, vous dites, l'orientais même. Alors, je suis l'orientais, alors je dis breton par osmose parce que je travaillais à Lorient automne, hiver et printemps. Et chaque été, j'essayais de venir en Croatie, dans les îles, 8 semaines, parfois 2 mois. Tout dépendait des congés. Mais racontez-nous, puisque vous êtes un Français de l'étranger, vous avez beaucoup vécu à l'étranger, et puis vous avez choisi de vivre pendant 17 ans à Lorient. C'était quand ? C'était en 80, où j'ai quitté la région parisienne que je ne pouvais plus supporter. J'ai travaillé donc à Lorient pour l'immobilier, puis après pour l'informatique, sur les 4 départements bretons. Mais chaque année, je revenais ici, dans les îles, parce que c'est le plus bel archipel d'Europe. Alors là aussi, vous êtes l'un des premiers Français qui vous êtes installé en Croatie, et notamment à Pakostan. Et ça, c'est grâce au Club Méditerranée qui s'est installé en 1961 ici et qui est le seul club méditerranéen, qui était le seul club méditerranéen de Croatie. À l'époque, c'était la Yougoslavie, donc je suis venu en 67. Un coup de cœur ? Non, comme moniteur d'enfants. Je voulais être moniteur d'enfants au bord de la mer. Et ici, c'est superbe. Et je suis tombé amoureux des îles, d'abord. Et puis d'une femme. Ensuite d'une Croate, on a 3 enfants en commun. Et elle vit à Lorient et moi, je vis chez elle, à Pakostan. Alors vous êtes venu une première fois en 67 avec le Club Méditerranée en Croatie. Vous revenez en 97, donc 30 ans après. Vous étiez décidément très séduit par ce pays. Oui, j'ai décidé en 97 d'arrêter l'informatique sur le département breton et j'avais envie de vivre dans les îles. Donc j'ai créé ma société de location de bateaux
je savais que ça allait exploser, et ça a explosé dans les années 2001, 2004, 2005. Vous pratiquiez la voile plus jeune? Ah bah ça date du Maroc, de l'Orient, le CNL, la Carnével, les régates européennes. Alors juste pour rappeler, vous êtes né en Afrique. Ouais, je suis né à Bangui pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait 15 ans au Maroc, mon père étant militaire. Donc c'est à ce moment-là que vous avez appris à naviguer. C'est là que j'ai appris à aimer la mer, l'Atlantique, les vagues, les marées, les choses comme ça. Alors ici, c'est pas l'Atlantique, c'est l'Adriatique. Quelle différence? Bah ici, c'est comme le golfe du Morbihan, sans les marées, sans les courants et en maillot de bain. Il ne faut pas être très marin pour naviguer en Adriatique, mais quand on a un coup de chien, il faut être compétent. Mais c'est sûr que c'est pas les minguiers, c'est pas le rat-de-sein. Quelles sont les difficultés que peut rencontrer un Français qui veut, comme vous, s'installer ici? La langue ou la langue. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à apprendre. Ça vous a pris combien de temps? Bah, j'ai pas fini au bout de 44 ans. C'est une des langues les plus difficiles d'Europe. Comme vous le savez, la Croatie entre dans l'Europe l'année prochaine, en juillet 2013. Qu'est-ce que ça peut changer? Ben pour eux, ça va être bien pour les gens aisés, pour les riches, pour les gens de Zagreb, parce qu'ils vont mieux vivre ou être sur Bruxelles. Pour les gens locaux, à mon avis, ça va pas être bien pendant 3-4 années. Donc ça, c'est pour les Croates. Il faut savoir qu'en Croatie, la classe moyenne a été laminée, c'est-à-dire où ils sont pauvres, très pauvres, où ils sont riches, très riches. Vous qui connaissez aussi bien les Bretons et les Croates, y a-t-il des points communs entre ces deux peuples? À part la météo, à mon avis, ils sont pareils. Ils sont plus proches des Corses, mais ils sont aussi têtus que des Bretons. D'accord. C'est un peuple, j'oserais dire, nationaliste. Ils sont chez eux, ils sont bien chez eux. Un peu comme les Bretons sont chez eux et comme les Corses sont chez eux. Alors, C'est 3 entités qui, pour moi, sont identiques. Je retrouve des similitudes avec les Bretons ou avec les Corses. Voilà. Alors, vous nous avez dit que vous aviez commencé au Club Méditerranée ici. Oui. Vous êtes également ce qu'on appelle un voileux. Eh bien, vous avez des points communs avec les 2 Bretons que nous avons rencontrés à Pakostan, les 2 autres Bretons, Guylaine et Sébastien. Je vous propose de découvrir leur portrait. Pakostan, petit village de la côte d'Almat. Son clocher, ses terrasses, son front de mer paisible et son héros, Ante Gotovina, l'enfant du pays. Le général croate a été condamné il y a 1 an à La Haye à 24 ans de prison pour des crimes commis pendant la guerre. La région conserve d'ailleurs les traces des combats, souvent âpres ici. Ces maisons serbes ont été bombardées et jamais reconstruites depuis 1995. Mais il y a aussi quelques jolies maisons, bien entretenues, comme celle-ci, rouge sang, qui n'est autre que celle d'Ante Gotovina. Elle se trouve juste à côté de l'ancien club Méditerranée, où l'on retrouve notre Bretonne, Guylaine Razin. La première année que je suis venue ici, c'était en 97. C'était juste après la guerre, en fait. Ils ont réouvert 2 ans après la guerre, en 97. Et moi, je travaillais là, dans ces bureaux-là. Et Ante était chef de bar en bas, là-bas. Ante, un prénom courant dans la région. Ante est le mari de cet originaire de Plémel. Ah bah dis donc, ça fait longtemps que je suis pas rentrée là-dedans. C'était là. Ça n'a pas beaucoup changé, à part les chaises, mais ça n'a pas beaucoup changé. Eh ben dis donc, c'est marrant, hein. Un petit retour dans le passé pour l'ancienne gestionnaire du Club Med, aujourd'hui reconvertie dans la location d'appartements en Croatie. Pour qui le destin a un jour basculé grâce à un coup de foudre. J'ai su tout de suite que c'était le bon, quoi. Vraiment, il n'y avait pas de souci. Vraiment, très vite. Donc on a eu en fait 4 saisons d'hiver dans le même village en France et 4 saisons d'été ici. Alors ça a été le top, quoi. Tellement que Guylaine a décidé de rester ici. En fait, j'ai créé moi-même mon site internet, mon premier site internet. Et les voisins m'ont demandé, mais tiens, tu pourrais pas aussi louer mon petit studio? Et ça a commencé comme ça. Et le bruit a commencé à courir très vite dans le village que je louais des appartements ou des studios et que j'amenais des Français. Et donc, au fur et à mesure, ils sont tous venus me voir, quoi. Et avec les années, parce que maintenant, ça va faire quand même plus de 10 ans, donc maintenant, j'en ai à peu près, rien que sur le village, à peu près 180 appartements sur le village, à louer. Imam jedan réservation za tebe. Ako je još slobodan za studio. Le gros des réservations, c'est quand même décembre et janvier. C'est là où je suis vraiment le plus devant mon écran. Vraiment de 9h le matin jusqu'à 18h le soir.
Et puis, je fais que ça, répondre aux mails. Parce que toujours les gens, là, ils cherchent, ou alors ils sont recommandés par des copains qui sont déjà venus, enfin, des choses comme ça. Et puis, je m'occupe aussi beaucoup du référencement de mon site, parce que ça prend beaucoup de temps sur Internet. Et puis, j'ai maintenant, évidemment, comme tout le monde, une page Facebook, un blog. Et donc, j'y mets plein de petites histoires du village. Voilà. Cette femme active est aussi mère de famille. Elle a 2 enfants, Christopher, 14 ans, et Emma, 8 ans. Bravo. Moi, j'ai toujours fait attention de parler français avec eux à la maison. Et par contre, Ante leur parle toujours en croate. Et après, bon, évidemment, ils vont à l'école à Pakostan en croate, évidemment. Mais je prends une étudiante, effectivement, qui vient de 2h30 à peu près jusqu'à 6h30 le soir et qui s'occupe de faire les devoirs aux enfants. Et puis surtout, qui occupe Christopher, parce que sinon, il ferait rien. Tu vas chauffer tout seul? Ouais. Guylaine est désormais bien intégrée. Elle a organisé sa vie qui paraît très loin de la Bretagne. Et pourtant, la nostalgie l'effleure parfois. La pluie me manque. Et il paraît qu'il y a même un syndrome de celui qui n'a pas de pluie, je vous assure, il y a un syndrome. Ma maman me prépare des colis avec du blé noir, des palais de Saint-Michel, et puis voilà, plein de petits produits comme ça de Bretagne. Et puis c'est les Français qui me les amènent, donc je passe leur faire un petit coucou, puis je récupère mon colis. Et puis c'est comme ça qu'en fait, voilà, on ne quitte pas la Bretagne du cœur si vite, faut pas croire. Voilà. Oui, j'ai acheté ma galetière en Bretagne, mais j'aimerais surtout en acheter une vraie la prochaine fois, ça serait bien. C'est surtout la vraie qui m'intéresse. Et puis, comme ça, voilà, ça nous rapproche de la Bretagne, toujours un peu. Je vais vous montrer donc mon drapeau breton que je sors l'été et que je vais donc accrocher sur ma nouvelle maison. Voilà. Car Guylaine vient d'acheter une maison anciennement habitée par des Serbes. Mais avant de nous montrer sa nouvelle demeure, cette Morbihanaise échange quelques mots avec un voisin, en croate. Biće bolje. Biće bolje. Da. Ajde, vidimo se. Et voilà la maison que j'ai achetée. Et en fait, je l'ai achetée il y a 15 jours. Ça a été difficile, mais voilà, après 2 ans de tracasserie, de papier, ça y est. Elle est à moi. Et c'est en voiture siglée que l'on suit Guylaine. La journée s'achève et elle va retrouver l'autre breton de Pakostan, Sébastien Dao, pour un dîner typiquement croate à la peka. Autrement dit, une cuisson à l'étouffée sous cloche. Elle aura peut-être un accent croate, enfin un accent français, quand elle parlera croate peut-être. Le lendemain, c'est en plein préparatif que l'on retrouve Sébastien. Depuis 4 ans, cet originaire de Plouvien organise une régate au début de la saison touristique. C'est la 4e édition et on l'a créée pour rencontrer d'autres Croates et puis dynamiser un petit peu le village. Au printemps, il ne se passe pas grand-chose. Ça fait un événement. La Croatie est très réputée pour tout ce qui est croisière, charter, tout ça. Mais en petit catamaran, voile légère comme ça, mis à part les clubs de voile qui sont très élitistes, il n'y a pas de... Il ne se passe rien, donc on a organisé la première régate, les premières régates officielles de la fédération croate, quoi. Une pagaie pour ce monsieur. Hormis les régates, Sébastien organise également des raids en catamaran ou en kayak, loue des bateaux et donne des cours de voile via sa société Galeb Aventure créée en 2005. Le Breton s'est installé sur un marché quasiment vierge. Il n'y a pas de crise parce que je suis sur un créneau en fait, que personne ne fait, ou enfin peu de gens le font sur la Croatie, où on essaye de faire un tourisme actif, respectueux de l'environnement. Okay. Une aventure croate qui a commencé par une passion pour la mer en Bretagne. En habitant en Bretagne, en ayant des parents qui sont tournés sur la mer, mon père était ingénieur à l'Ifremer, donc ceci explique cela, la passion pour la mer. Donc, gamin, j'ai pu faire de la voile là, dans le club de voile à Landéda. C'est un petit village à 30 km de Brest. D'abord, on fait de la voile, et puis après, on est aide-moniteur, et puis après, on a le petit job d'été. Et puis après, j'ai progressé au niveau du travail et tout ça. Et puis,
passer d'autres diplômes, le brevet d'état à voile et tout ça. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai un peu baroudé. Et puis je me suis retrouvé voilà, en Croatie. Et il y est resté par amour lui aussi. Car entre-temps, il rencontre Manuela, qui deviendra sa femme et qui travaille aujourd'hui avec lui. Le fait d'avoir rencontré ma femme ici dans le village, ça a été l'élément qui nous a permis de construire notre vie et puis de construire notre base. On a acheté deux vieux bateaux et puis comme on n'avait pas d'argent, on a démarré avec des petits moyens et petit à petit, quand on a un peu d'argent, hop, on investit dans un bateau, on remplace. On a une affaire qui est stable parce qu'on n'a aucun emprunt. Donc bon, à partir du moment où on n'a aucun emprunt, si par exemple on a moins de touristes, on travaillera moins et puis voilà quoi. You will connect like a fock. En tout cas, pour le moment, les touristes sont là. Et ils se préparent à participer à cette régate bon enfant sous un soleil radieux. C'est convivial. Il n'y a pas de champion, de grands champions, c'est entre nous. En fin de régate, on se fait un petit barbecue au bord de la plage. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde. On a quelques Français qui participent. Il me semble que même c'est possible que ce soit des Bretons. Et de fait, en voici une. Anne-Françoise Sagorin vient de Saint-Brieuc. Il faudra virer pour aller chercher celui-là. C'est la première fois en Croatie. Super, on a découvert des super paysages, bonnes sensations aussi, des petites criques, bien sympa. Beau séjour. Je suis partie, il pleuvait, ici il fait chaud. Et il a fait chaud toute la journée pour cette régate. Et le soir, c'est une Anne-Françoise bien bronzée et fatiguée que l'on retrouve autour du barbecue avec les autres participants. Tiens, Guylaine est là aussi. Mais elle n'a pas navigué. Elle a aidé l'épouse de Sébastien à préparer ce festin. Brochettes, saucisses et poissons grillés au soleil couchant. Loin de la guerre, la vie est redevenue douce à Pakostan. Ainsi se termine ce Breton d'ailleurs. On se quitte sur cette vue magnifique, splendide. Il s'agit du plus grand lac de Croatie. J'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver au www.tbotv.fr et comme on dit ici en croate, doviđenja.